Il était là, mes lunettes de soleil! Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et oui, je vais commencer aujourd'hui un nouveau vlog. Il y a quelque temps, avec le club de lecture de Sylvain Desmentiers, nous avons lu tous ensemble Frankenstein. Pour moi, c'était une relecture, je l'avais lu adolescente, j'avais beaucoup aimé, mais après ma relecture, je réalise que j'en avais oublié pas mal de bouts. Donc, je l'ai relu avec grand plaisir, je l'avoue. Vous savez, je suis une fan de la littérature classique parce que j'aime ça me projeter dans le passé, me projeter dans ce système de valeurs pour essayer de mieux comprendre comment les gens pensaient à l'époque, puis petit à petit voir comment ça a évolué vers la façon dont on pense maintenant. Ce qui veut dire que quand je lis des classiques, je m'attends aux valeurs de l'époque. Toujours, donc pour moi, ça passe assez bien. La plupart du temps, également, quand on parle de classique, on parle de style littéraire peut-être un peu moins fluide, avec des tournures qui peuvent être passées et des structures assez particulières. Si on prend le cas de Frankenstein, et j'ai cette superbe édition, ça m'a peut-être encouragé un peu à le relire d'ailleurs. C'est un roman qui a été écrit en 1818, c'est-à-dire avant l'époque victorienne, à l'époque de la Régence. Puis je pense que dans la vidéo où, avec Sylvain Desmentiers puis les autres copains, on en parle, je dis victorienne. Shame on me, shame on me. Et je vois les ombres, là. Il faudrait ma lumière, mais j'irai pas la chercher parce que je suis beaucoup trop paresseuse, puis mes parents m'appellent pour venir souper. Fait que je vais faire ça vite. Quand le roman a été publié, Mary Shelley, elle avait 20 ans. Mais ça a été écrit 3 ans avant. Il était avec des copains, c'est-à-dire Lord Byron, son futur mari Percy Shelley, et ils se promenaient dans les châteaux. Et un soir, ils se sont mis au défi d'écrire des histoires d'horreur, des nouvelles d'horreur. Et ça a été le début de l'écriture de Frankenstein. Bon, je pense que c'était juste une petite partie de l'histoire, en fait. Il y a eu une première version, ils l'ont arrangée par la suite. En tout cas, elle a évolué, la version de Frankenstein. Moi, j'ai juste lu celle-ci. Tout le monde sait un peu de quoi ça parle, mais dans la culture populaire, il me semble que c'est un méchant. Mais là-dedans, là, c'est vraiment pas si clair que ça. Oui, c'est un meurtrier, mais c'est-tu vraiment le méchant? C'est compliqué, en fait. Genre, c'est un méchant, mais c'est clairement pas le seul. On a donc un récit en poupée russe, c'est-à-dire que c'est un explorateur qui commence à nous raconter une histoire et lui a décidé de trouver la route du Nord en bateau. Tu sais, là où tout le monde s'est planté, là, lui il a décidé qu'il survivrait. Et là, à travers les glaciers, soudainement, il voit une bizarre de créature qui se promène, puis il y a un autre monsieur qui est à moitié mort, il le récupère sur le bateau et il s'agit de Victor Frankenstein qui va raconter son histoire. Quand on parle de Victor Frankenstein, habituellement, on pense savant fou. Là-dedans, je dirais plutôt savant irresponsable, savant plaignard peut-être, savant qui refuse de prendre ses responsabilités et de vivre avec les conséquences de ses actes. Toujours est-il que son but c'était de créer la vie et imaginez-vous qu'il a réussi. Sauf que quand il a vu sa création, il a fait « Oh mon Dieu, il est dégueulasse, il est pas beau, il est et c'est terrible ce que j'ai fait là, donc je t'abandonne et continue à vivre puis occupe-toi pas de moi. » Ce qui fait qu'il le condamne à vivre dans une terrible solitude. Et bien, tout le monde en a peur, tout le monde le rejette et il va vouloir se venger de l'état dans lequel il est. Je vous raconterai pas toute l'histoire, là, mais mettons que Frankenstein, il faut qu'il se méfie de sa créature parce qu'elle ne lui veut pas que du bien. Et vous allez voir que pour se venger, elle va s'y prendre de toutes les façons possibles. Tu sais, pour nous, comme lecteurs, c'est évident ce que la créature, elle va faire, mais ça a l'air, ça l'était pas tant que ça, et je pense qu'à l'époque, il y avait des trucs qui avaient été vus comme des surprises. Tu sais, il faut dire qu'on en a vu d'autres depuis. Ce roman-là est considéré comme l'un des premiers romans de science-fiction. C'est également un roman gothique dont je vous avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur les romans gothiques. Et ça interroge terriblement sur le thème du bien et du mal, le thème de la responsabilité et également du fait qu'il faut être tenu responsable de ses actes. Donc, la créature, elle va commettre des horreurs. C'est sa faute, mais est-ce que c'est seulement sa faute? Est-ce que le créateur aurait pas une part de responsabilité? Et la société? Bref, tout ça, c'est des questions qui sont posées dans ce roman-là. Ça parle également de différence, ça parle de ce qui est inconnu, de ce que les gens trouvent laid parce que différent ou des fois juste parce que vraiment laid. Et je trouve qu'à l'époque actuelle, ça soulève encore des questions et le questionnement, justement, qui est sous-jacent, il est encore d'actualité. En ce sens que les gens à qui on a fait subir des trucs horribles, est-ce qu'ils sont responsables à 100% des horreurs qu'ils vont commettre par la suite? Et ça, je trouve que ça peut se transposer à beaucoup de discussions. Le personnage de Victor Frankenstein, il est très difficile à aimer et je ne pense pas que c'était le but parce que, comme je vous dis, il se questionne, mais vraiment pas assez. Il se croit droit et moral, mais pas assez pour aller jusqu'au bout. Puis en plus de ça, sa façon de réagir, c'est de tomber dans la langueur pendant des mois.
C'était à la mode à cette époque-là, je pense. Hein? Est-ce que j'ai aimé ça? Clairement que j'ai aimé ça. Je fais partie de ceux et celles qui ont aimé ça pendant le club de lecture. J'ai aimé la structure alambiquée, j'étais découragée à la fin. Je dis, oh mon Dieu, on s'en va là. Mais la non-évolution du personnage de Victor Frankenstein, elle est fascinante. Ça se peut pas. Ça se peut pas, après avoir passé à travers tout ça, d'en être encore là. En plus de ça, c'est comme avec Dickens, c'est les coïncidences que jaillissent dans les romans là, contemporains. On dirait qu'avec les classiques, ça fait tellement partie de la façon dont beaucoup de romans étaient écrits à l'époque qu'on dirait qu'avec moi, ça passe. C'est bizarre, hein? On dirait que ma grille de lecture est pas tout à fait pareille. Ceci dit, selon moi, ça se démarque clairement des autres romans un peu gothiques qui ont été produits à l'époque. Si on résume, selon moi, même si c'est pas parfait, même si c'est clairement pas féministe selon nos normes, puis peut-être même pas tant selon celles de l'époque, parce qu'on s'entend que les femmes là-dedans, c'est bizarre. Tu sais, ils pensent, mais pas tant, en fait. Puis c'est une femme qui l'a écrit, là. Mais je trouve que c'est extrêmement parlant sur la place de la femme dans la société à cette époque-là. Ça, mais j'avais commencé une phrase, puis je l'ai pas finie, hein. En tout cas... Je pense que l'idée générale, je l'ai fait passer. J'ai beaucoup aimé ça. C'est une histoire qui est intemporelle et qui peut être transposée à plusieurs choses qui se passent encore aujourd'hui. Donc, si vous avez le goût, c'est pas très long et ça se lit facilement. Alors, clairement, je ne ferai pas toute une vidéo sur un seul roman. Le but de ce vlog, c'est de lire d'autres romans dérivés de Frankenstein ou inspirés par Frankenstein, vous les présenter et vous en parler un petit peu. Genre comme les Austeneries, mais pour Frankenstein. Genre Frankensteinerie. Littérature para-frankensteinienne? Vous avez compris le principe, je pense. J'en ai sélectionné 5 que je veux lire à un moment donné, mais pour ce vlog, je vais essayer d'en lire 3 et si j'y arrive, ce sera déjà pas mal. Donc, le premier, c'est Frankenstein in Baghdad et c'est de Ahmed Sadawi. Ça se passe en Irak. Oui, je pense que vous auriez pu deviner, genre Frankenstein in Baghdad. Ça prend pas Sherlock Holmes pour faire le lien, tu sais. Bref, dans le quartier de Batawin. Et c'est l'histoire d'un homme, un chiffonnier qui a pas un sou, qui voit un cadavre presque complet et qui décide de le compléter à l'aide de morceaux d'autres cadavres. Parce qu'on est dans l'Irak d'après Saddam Hussein, il y a plusieurs sortes de gouvernements, il y a des terroristes aussi, il y a plein de choses. Et ben des cadavres, il y en a un petit peu partout. C'est devenu le quotidien avec les véhicules piégés et les explosions. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'il arrive un jour et le fameux cadavre est disparu. Il s'est levé sur ses petites pattes et il est parti. Fait que notre mec, qui est la plupart du temps sous, se pose de sérieuses questions. Je l'ai commencé, j'ai lu à peu près 70 pages de ce roman-là. J'aime le contexte, je trouve ça étouffant à souhait. Par contre, là, je vais vous avouer, il y a plein de personnages, puis c'est des noms arabes, c'est normal, ils sont en Irak. Sauf que moi, là, je sais jamais qui est qui, parce que des fois, ils ont plus qu'un nom. Genre, ils ont des diminutifs ou des façons de se nommer. Genre, il y a un personnage qui s'appelle Eliusha, mais son fils s'appelle Daniel, donc elle est aussi appelée Daniel, mais moi, je sais pas, là. Donc, en tant que lectrice non arabophone, je suis vraiment tout mêlée. Fait que je sais plus qui est qui. Fait qu'à toutes les fois que je reprends un personnage, ben là, je sais plus où est-ce qu'on est rendu. Puis il y en a beaucoup des personnages. On est un peu d'un roman choral au début. En fait, on est dans le quartier, on est en train de recréer la vie de quartier. On a une veuve qui attend la venue de son fils qui est mort dans la guerre Iran-Irak, mais elle est persuadée que vu qu'ils n'ont jamais trouvé son corps, il va revenir. On a notre fameux chiffonnier, on a un agent immobilier aux dents longues, on a des journalistes, des photographes. Toutes ces personnes-là vont interagir entre elles et à un moment donné, il y a un attentat piégé derrière un hôtel. Le chiffonnier, il y en est témoin et il y a un mort qui semble prendre le corps qui l'attendait. Donc, pour l'instant, on est dans la présentation des personnages, la vie de quartier, et le seul lien que je vois à ce moment-ci avec Frankenstein, c'est la créature qui appelle le trucmuche. Ouais, c'est une traduction de l'arabe, fait que trucmuche, j'aime pas vraiment ce choix. Donc, cette créature-là fait de bouts de cadavres, c'est un peu le lien que je fais à présent, mais je vais voir à mesure de ma lecture si ça reste là, s'il y a d'autres liens qu'on peut faire à travers les thèmes et tout ça, mais là, je suis clairement pas rendue là. Donc, je vous reviens plus tard. Et boy, soit le scooter qui vient de passer il était hyper modifié ou hyper sur le bord de mourir. Un des deux. Je viens donc de terminer Frankenstein in Baghdad de Ahmed Sadawi et je dois avouer qu'à la fin du roman, je comprends davantage les liens avec Frankenstein, le roman original. C'est-à-dire que les thèmes sont les mêmes, en fait. Ça parle du bien et du mal, ça parle des teintes de gris qu'il y a en chacun de nous, ça parle également de la responsabilité sociale, de la responsabilité de l'entourage face aux choses qui se passent. Et comme dans le roman original, on se questionne sur le fait que des fois, ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a fait subir, ce à quoi on a été confronté, ça peut influencer les actes qu'on peut commettre par la suite. On retrouve par certains moments la structure en poupée russe, moins que dans le premier roman, mais quand même, on a ça.
Est-ce que j'ai aimé ça? J'ai bien aimé ça. Seigneur, excusez, il y a vraiment du bruit dehors. La caravane est passée, on reprend. Je disais donc que oui, c'était une bonne lecture. Oui, j'ai aimé tenter de faire les parallèles entre les deux romans. Par contre, je trouve que ça s'éparpille. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de choses qui leur arrivent, et oui, je comprends que l'auteur a voulu faire un peu une image d'un quartier. On a une vraie vie de quartier là-dedans, sauf que il y a tellement de gens que c'est difficile de s'attacher aux uns et aux autres parce qu'on les connaît pas suffisamment. Et moi, dans tout ça, je suis pas certaine que je connaisse suffisamment la situation politico-administrative à Bagdad et en Irak pour être capable d'avoir tous les parallèles et tous les niveaux de critique sociale qu'il y a clairement dans ce roman. Parce que ça parle de corruption, ça parle de terrorisme, ça parle du fait que c'est jamais si clair que ça, c'est jamais tout noir ou tout blanc, il n'y a pas des bons et des mauvais. Et dépendant où on se situe, il y a différentes façons de voir les choses. Bref, c'est une lecture que je suis contente d'avoir faite et je trouve ça hyper intéressant de le faire dans le cadre de ce vlog-là parce que comme ça fait pas longtemps que j'ai relu le roman, c'est vraiment chouette de trouver les similitudes. Oui, je suis bébé, je sais. Donc voilà, il va y avoir une autre lecture que je devrais commencer bientôt sur le même thème, mais ça va être différent, vous allez voir. Il me semble que j'avais cette blouse-là quand j'ai filmé la semaine passée. T'sais. Non, je suis pas toujours habillée pareil, je vous rassure. Bon, je viens vous voir parce que j'ai commencé Frankenstein. C'est de Janet Winterson et de elle, j'avais lu Oranges Are Not the Only Fruit il y a plusieurs années. Ça parlait de la découverte de son identité queer. Et moi, là, je vous avoue que je pensais que j'allais lire une romance à cause du titre Frankenstein. Là, je viens juste de commencer et je suis dans la vie de Mary Shelley en 1816 alors qu'elle est en promenade avec Percy Shelley, qui n'était pas son mari en fait à ce moment-là. Hein. C'est écrit dans le roman qu'ils étaient mariés, mais non, ils se sont mariés à la fin de décembre 1916. Ils n'étaient pas mariés. Donc, j'ai l'impression que ça va parler de la genèse de Frankenstein. À date, c'est sûr que j'aime bien me retrouver avec Mary Shelley. Par contre, puis là, c'est une femme qui a écrit ça, là. À un certain moment donné, elle décide de sortir à poil dehors, en 1816, on se rappelle, mais bon, c'était une libre penseuse, elle ne se souciait pas des conventions sociales, je veux bien. Et à un moment donné, ce que je ne pensais pas voir chez une autrice femme, elle se soucie de l'allure et de la sensation des gouttes d'eau sur ses seins et sur ses mamelons. On dirait que le camion va exploser. J'imagine que ça devait être une sensation particulière pour qu'elle prenne la peine d'en parler. Mais bon, j'ai presque rien lu, le fac, on verra. Bon, j'ai lu quelques pages de plus de Frankenstein et là, on est genre dans le futur ou dans notre maintenant. Bref, total changement, on quitte Mary Shelley et on est dans un congrès de robotique. Et là, ça va nous mener sur le sujet de l'intelligence artificielle. En fait, là, je sais pas du tout où ça s'en va, mais je trouve ça hyper intéressant parce que je réalise que dans le premier clip où je vous ai parlé de Frankenstein, j'ai complètement oublié de vous parler de cet aspect-là, qui est un aspect qui est hyper important dans le roman, c'est-à-dire, jusqu'où on va aller pour la science? Créer la vie, ça va vouloir dire quoi? Et là, la question se pose tellement maintenant avec l'intelligence artificielle, avec le contrôle que certaines compagnies avec certaines intelligences artificielles peuvent exercer sur les gens. Bref, c'est hyper intéressant. Est-on en train de créer un monstre présentement? Je pense que c'est la question qui va se poser dans les futures pages de ce livre-là. Puis moi, même si je suis d'avance pour le progrès, je peux pas m'empêcher de me questionner à cet effet-là. Est-ce qu'on va trop loin? À quel moment la science dépasse ce qu'il faudrait faire, en fait? On a juste à penser à la bombe atomique, là. On a voulu faire de la recherche pour de la recherche et on a créé un monstre. Donc, ce sont des questions que je trouve passionnantes, intéressantes et très, très d'actualité. Je sais pas comment ça va être traité, mais j'espère qu'on s'en va là. J'espère clairement. Hey, je perds mon chandail. On va espérer que toutes les parties de mon corps restent bien à l'intérieur, tu sais. Coucou! On va laisser faire. Alors, ma lecture de Frankenstein. En fait, même 2 semaines plus tard, j'ai de la difficulté à en parler parce que
Quand j'y réfléchis, je trouve qu'il y a plusieurs aspects très intéressants dans ce roman-là, notamment la construction, sauf que moi, note quand je l'ai lu, il y a plein de trucs que j'ai remarqués à la fin. Tu sais, peut-être que j'aurais plus accroché si j'avais vu ces choses-là, ces similitudes-là, parce qu'on a deux époques. On a l'époque de Mary Shelley et une époque aujourd'hui ou un petit peu plus tard qui parle plus d'intelligence artificielle. Tu sais, j'avais réalisé que Rye, qui est un personnage trans qui est dans le présent-futur, était un peu l'alter ego de Mary Shelley. Victor Stein, c'était Victor Frankenstein. Mais il y a quand même d'autres personnages qu'on voyait dans les deux scènes, puis moi, je me suis rendu compte, genre, à 40 pages de la fin, qui était qui. Je me suis dit, mais je suis ben gnochotte. Ah, d'accord. Des fois, je me trouve pas toujours brillante. Reste là, toi. Toujours est-il que c'est un roman qui m'a intéressée, mais que j'ai lu sans passion. En fait, je m'endormais souvent dessus, mais ces temps-ci, je m'endors sur tout. Fait que je pense pas que ce soit un critère d'appréciation des romans. Je crois quand même avoir préféré les parties dans le passé avec Mary Shelley parce qu'on voit la création de son roman, mais on voit aussi le contexte dans lequel elle était. Elle est avec Lord Byron, entre autres, qui est tellement misogyne, mais c'est épouvantable. Et ça permet un peu de traiter de la situation de la femme à cette époque-là. Par contre, et ça c'est cool, on n'en reste pas là parce qu'on parle également de Mary Shelley en tant que femme. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle a une vie pas facile, hein, cette femme-là. Notamment avec ses enfants, elle a perdu des enfants en bas âge, elle a été vraiment très marquée par tout ça. Et ça m'a vraiment plu. Quand on arrive avec la partie qui est plus contemporaine, mais quand même un peu SF, parce que, comme je disais, on parle d'intelligence artificielle, mais on est rendu un petit peu plus loin que maintenant. À moins qu'on soit rendu là puis que je le sache pas. Mais en fait, quelque part aux États-Unis, il y a un paquet d'hommes riches qui se sont fait un peu cryogéniser pour revenir peut-être sous forme de pur esprit dans un robot ou quelque chose comme ça. Et là, ça amène la question. C'est quoi l'humanité? Est-ce qu'on est encore Seigneur, excusez, des scooters modifiés? Je me demandais donc, est-ce qu'on est encore humain quand il reste l'esprit, mais que le corps, l'enveloppe, elle est plus là du tout? Est-ce que ça se peut? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et comment on va faire pour pas se laisser dépasser? Hey, d'ici 5 minutes, là, je vais avoir le chandail à la taille. Ça va être tellement chic. On va espérer que ça arrive pas. Note à moi-même ne plus mettre ce chandail pour tourner. Et le roman amène un autre aspect à cette conversation-là, c'est-à-dire que le personnage de Rye est un personnage trans, c'est-à-dire que lui, il utilise les pronoms masculins. Mais quand il parle de lui, il dit qu'il est ni homme ni femme, qu'il est les deux. Bref, c'est très fluide. On a un discours très non-binaire, très fluidité de genre quand lui, il parle. Puis ça, je sais que ça n'a pas plu à quelques personnes trans, alors que quelques autres personnes trans ont beaucoup aimé, mais moi, je suis pas du tout concernée, donc je peux pas me positionner par rapport à ça. Par contre, oui, il y a des représentations de transphobie. Entre autres, la relation entre Victor Stein et Rye. Écoutez, ça n'a pas de bon sens, là, ce qu'il dit. Ça n'a aucun génie. Il refuse d'utiliser le bon nom. Il y a des commentaires qui font « Ah, mon Dieu Seigneur! » Mais étant donné qui est Victor Stein, c'est-à-dire l'alter ego de Victor Frankenstein, qui est un peu le méchant de l'histoire, mais on comprend un peu mieux. C'est sûr que dans la partie actuelle, par rapport à cette réalité-là, on dirait que les personnages essayent de comprendre, essayent d'évoluer, mais ils sont toujours un peu à côté, notamment Ron Lord, qui est Lord Byron, en fait, mais moi, ça, je m'en suis rendu compte, comme je vous dis, 30 pages avant la fin. T'sais, on voit qu'il essaye, là, mais ça n'a tellement pas de bon sens, sa façon de penser. On parle d'un personnage très misogyne dans le passé. Ben là, dans le futur, imaginez-vous que ce mec-là a décidé de créer la femme parfaite pour l'homme, c'est-à-dire un robot pliable et utilisable avec 3 orifices idéalement vibrants, qui a la mauvaise habitude de se mettre à gémir en criant « Yes, Daddy » au moment le plus inopportun. Vraiment. Tu sais, là, dans sa tête, c'est la femme idéale. Elle lui dit toujours oui. Parfait. Sainte. Mais on comprend pourquoi elle a écrit Lord Byron de cette façon-là. On comprend. Bref, la construction, sincèrement, elle est top. On est dans le passé présent. On parle également de la fiction aussi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, et de l'humanité en général, qu'est-ce qui fait de nous une personne humaine. En fait, je m'écoute parler puis ça a tellement l'air intéressant. Sauf que quand je l'ai lu, mon intérêt était juste semi, je vous dirais. C'est peut-être parce que j'avais rien compris. Si on résume, c'est le genre de lecture que j'aime, mais une fois que je l'ai fini, quand je lis, juste moyen. Ouais, je sais, c'est pas simple. C'est Daphné qui vide la bière, pas moi.
Bon, on arrive à la fin parce que ici, je vous filme mon dernier clip pour mon vlog réécriture de Frankenstein. Et en fait, j'ai pas le choix parce que je pars en voyage tantôt, donc j'aurais plus accès ni à ma caméra, mais en fait, ma caméra, oui, mais plus d'internet. Puis là, je suis un peu stressée, puis je parle, puis je m'essouffle, et puis checkez-moi la face. T'sais, je retombe en adolescence, ça a même pas de bon sens. Stressez-moi? Jamais. Jamais. Donc... Wollstonecraft, qui est une pièce de théâtre, c'est de Sarah Bertium. Et pourquoi Wollstonecraft? C'est que c'est le nom de jeune fille de la mère de Mary Shelley. En fait, elle s'appelait Mary Wollstonecraft. Et je pense que Mary Shelley a aussi utilisé ce nom à un moment de sa vie, mais là, je ne suis pas certaine. Puis là, c'était drôle parce que toutes les fois que je suis allée en librairie pour essayer de trouver ce roman-là, je disais Wollstonecraft, puis là, il me sortait Frankenstein. Non, la pièce de théâtre, tu sais, le vers, édition de ta mère, bref, ce fut assez drôle. Personne n'est capable de le prononcer, mais c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. On va le dire tout de suite, là, j'ai adoré cette réécriture-là. Je l'ai trouvée hyper intéressante. J'ai trouvé qu'elle abordait tout plein de thèmes, non seulement du roman Frankenstein, mais de la vie de Mary Shelley. On se rappelle qu'elle a perdu plusieurs enfants. Elle les a perdus en bas âge, je crois. Ici, la protagoniste, qui s'appelle Mary Wollstonecraft, a aussi perdu des bébés, mais elle a fait des fausses couches, donc on est vraiment dans le deuil périnatal et c'est un thème qui est important, le désir de maternité qui ne fonctionne pas, jusqu'où on est prêt à aller. Ça va parler des sentiments ambigus qu'on a parfois envers ce qu'on a créé, que ce soit une œuvre d'art ou un enfant, et dans ce cas-là, peut-être une créature. Parce que oui, il va en avoir une, et c'est cool, je trouvais ça hyper drôle comment naît la créature, en fait. On va aussi explorer le thème des progrès scientifiques. Ici, je pense que c'est un peu de la SF parce qu'on n'est pas tout à fait dans notre société, c'est peut-être dans un futur très très proche. Puis là-dedans, on a 4 personnages principaux. On a Marie, qui est une autrice. Son dernier roman a pas marché et depuis ce temps-là, elle veut avoir un bébé. Ça marche pas. Elle vit ça très, très difficilement. Et peut-être va-t-elle créer un monstre, sait-on jamais. Il y a aussi Claire, qui est sa meilleure amie. C'est une ancienne actrice qui a décidé de se recycler en vendeuse Tupperware. Et elle prend ça au sérieux. Tupperware, c'est Tupperware. Et ça, je dis ça pour tous les Français qui me regardent. Ça m'a pris vraiment du temps à comprendre quand vous en parliez au début, alors j'imagine que c'est le contraire pour vous. Sauf que le personnage de Claire, il est drôle et pathétique à la fois. Elle prend ça vraiment, vraiment, vraiment au sérieux, là, son truc de vendeuse et de vente. Et elle fait des pitchs, c'est quasiment des sermons. Et là, tout au long de la pièce, on se demande, mais est-ce qu'elle y croit, ce boniment-là? On va voir. Et en plus, j'ai trouvé ça hyper habile, la façon dont l'autrice reprend certains éléments du roman, de la vie de Mary Shelley pour mettre ça dans cette œuvre-là. Et ça fit, là, ça fit vraiment. À tout bout de champ, quand tu connais quand même le roman initial, tu te dis « Ah, ok, ça vient de là. Ah! » C'est que ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'adore ces clins d'œil-là, ok? Ils sont pas cachés, ils sont très, très évidents, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. L'idée de la croisière, là, je l'ai vraiment trouvée hot. C'est donc une pièce de théâtre que je conseille avec enthousiasme, surtout si vous aimez Frankenstein, parce que je pense que ça peut vraiment vous plaire. Puis en plus, à bien y penser, oui, ça va traiter de l'aspect du bien et du mal, mais un peu différemment. Comment on va maquiller nos erreurs pour que ça ait l'air bien? À quel point chaque personne, chaque être est ambivalent? À quel point on est un peu ce que la société a fait de nous? À quel point les attentes qu'on a de nous peuvent nous influencer? Il y a aussi des points sur l'art, sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est là. En tout cas, j'ai trouvé ça super chouette. Il y a plein de pistes de réflexion. Si ça vous tente sérieusement, tentez le coup. Et moi, j'aimerais vraiment voir cette pièce au théâtre. Donc voilà, c'était la fin de ce vlog. Moi et ma face maganée, on va partir en voyage. Et tout ce que j'espère, c'est en revenir. J'aime pas l'avion. J'ai dit tantôt que j'aimais pas l'avion. Hein? Ouais, j'aime vraiment, vraiment pas l'avion. Donc, si vous m'avez écouté jusqu'au bout et que vous êtes encore là, vous pouvez me faire un petit emoji monstre ou un truc Halloween. J'imagine que quand je vais publier ce truc-là, ça va être pas loin de l'Halloween, donc il devrait avoir ça dans les emojis. Je connais rien comment ça marche, les emojis. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo, la faire voyager et dites-moi dans les commentaires s'il y a de ces romans qui vous intéressent et surtout, est-ce qu'il y a d'autres œuvres que vous aimeriez que je lise et au sujet desquelles vous voudriez que je cherche des dérivés pour voir si c'est aussi bien. Des classiques habituellement, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dérivés d'œuvres récentes, vous comprenez. Bref, dites-moi tout. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne lecture et à la prochaine!